Chers amis, bonjour. Au hasard d'un événement où nous étions invités, j'ai le grand plaisir à nouveau d'interviewer Heinz. Alors, il a une foultitude de sujets sur lesquels il est d'une connaissance sans fin. Et je voudrais aujourd'hui l'interroger pendant quelques minutes sur le temps. Merci Heinz, c'est un vrai plaisir de te revoir. Merci. Et donc le temps. J'aimerais que tu nous apportes ton regard sur, comment dire, dans notre modernité, on court sans arrêt après le temps. Certains le supportent très mal après ces périodes de confinement. Là, on est déconfiné, on est à Bordeaux dans un très bel endroit. Et justement, on s'interroge sur le temps et les chefs d'entreprise. Le temps du chef d'entreprise n'est pas le même que celui de nos ados, que celui des anciens. Le temps, est-ce qu'il est un marqueur? Il y a du pré, il y a du post, il y a du néo, hein, il y a tout un tas de choses. Déjà, explique-nous ce qu'est le temps depuis les temps anciens, les Grecs Enfin, par exemple. que ce soit clair, je ne dis pas comme un physicien par exemple ce qu'est le temps, parce qu'un physicien sera amené à dire qu'il n'y a pas de temps, parce que son dispositif expérimental et théorique fonctionne de manière à ce que le temps, qui est le temps que nous vivons, qui est le temps d'un être vivant, qui a un passé, un futur et qui vit au présent, eh bien, ne connaît pas cette espèce de situation expérimentale en mécanique quantique où le temps n'existe pas. Et bien ça ne nous concerne que intellectuellement, puisque du point de vue, je sais pas, de la vie que nous menons, organismes organisés qui doivent mourir, etc., Ouais. il est incontestable qu'il existe quelque chose qu'on appelle le temps. Est-ce que c'est une invention humaine? Parce que lui, il est dans l'infinité finalement, l'astrophysicien. Oui, Est-ce que c'est une invention ou juste un objet humain? mais la question ne doit pas se poser comme ça. Euh, L'infini, on ne peut pas le connaître, on peut le toucher, c'est la limite de la connaissance, Mhm. et à partir de cette limite, il faut croire. Et alors quand on parle d'infini, on est hors terrain cognitif. D'accord. L'infini, c'est Dieu. Or, comme la physique moderne touche Dieu de deux manières, par l'infiniment grand et l'infiniment petit, eh bien, cette science se trouve dans l'incapacité de conjuguer les deux infinis, parce que la relativité générale et la mécanique quantique ne sont pas conciliables. Ce sont deux démarches, donc c'est une création humaine de connaissances limite. Mhm. Mais au-delà de cette limite, il ne nous est pas permis de connaître. Mhm. C'est tout à fait ce qui se passe avec le Big Bang. Si on remonte jusqu'au Big Bang et on se demande, le Big Bang engendre le temps, qu'est-ce qu'il y avait avant? Mais on fait comme s'il y avait du temps avant. Mais alors s'il n'y a pas de temps avant, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Mhm. Voilà. Ouais. Tous ces paradoxes-là nous obligent à dissocier complètement la question du temps vécu Oui. de la question du temps connu. Voilà. Ça, c'est ma première réponse et qui D'accord. vraiment, je suis formel. Maintenant, le temps vécu a été pensé pour la première fois dans notre univers culturel par les Grecs anciens qui ont distingué deux notions du temps. Le temps qui se mesure, Mhm. chronos, d'ailleurs c'est le mot qu'on a dans plein de mots composés Partout. encore, et un autre mot, aion, qui donne en latin aivum, et c'est l'éternité. C'est la traduction chrétienne de aion. Or, aion ne signifie pas l'éternité. Aion, c'est la somme de vitalité allouée à un être qui doit mourir. On Et reçoit un package à la naissance de vitalité. de vitalité. Donc chez Homère, quand un guerrier est blessé dans le dos, par exemple, à la colonne vertébrale, et que la moelle épinière se répand, Homère dit que son aion coule dans le sable. D'accord. Alors, aion est matériellement la moelle épinière, c'est la semence, Mhm. c'est même le liquide synovial dans les genoux, c'est pour ça que les, oui, les suppliants entourent les genoux des puissants qu'ils supplient, parce qu'il y a là le liquide en question. Enfin, c'est tout un univers de représentation où on a donc un temps qu'on peut mesurer, Mhm. et qui est sans incidence sur ce qui nous est donné comme temps à vivre, puisque le temps à vivre, c'est une substance qui a une certaine quantité
et qu'on peut épuiser. Ça, c'est les deux premières visions du temps. D'accord. Évidemment, la modernité était très largement absente de cette conception. Et à travers le temps, il faut vraiment se demander quand le temps que nous concevons comme le temps qui se mesure en termes d'innovation, de changement, de progrès, etc., a été repéré. J'appelle ça plutôt une temporalité que le temps, puisque c'est une facette du temps. Et la temporalité qui se dégage à partir de la révolution de Copernic, c'est le futur. On pense le futur à partir de Copernic. Oui, parce qu'avant, le futur était la répétition du passé. Hein. Et même le chronos des Grecs faisait revenir les choses de manière circulaire grâce au mouvement des astres et des planètes. Et donc, il fallait la rupture avec le géocentrisme pour que se dégage, pour la conscience. Ce n'est pas un objet, ce temps. C'est une dimension temporelle que j'appelle une temporalité. Et cette temporalité s'ouvre pour la perception ou la conscience humaine avec l'abandon du géocentrisme. Parce que soudain, on ne sait pas où vont les planètes. Et donc, on est obligé de calculer leur trajectoire. Et du coup, naît la science qui est la nôtre, qui est la science moderne, qui essaye de savoir quel est l'aboutissement de ces mouvements de la nature. Et à partir de là, change complètement la conception de la connaissance. Ce n'est plus la sagesse transmise, c'est plus l'autorité du passé, c'est désormais un acquis, quelque chose qu'on gagne sur le futur grâce à un investissement d'énergie et on marche en avant. Ça, c'est la modernité européenne dans laquelle on vit. Comment tu perçois ça tu connais bien l'histoire. Dans l'histoire, l'écoulement du temps nous semble, a posteriori, qu'il était très lent, en fait, quand on voit, je ne parle même pas de préhistoire, mais plutôt le Moyen-Âge, la Renaissance, et en plus l'espérance de vie était autour de 45-50 ans. Donc on a l'impression, de loin, parce que ce sont des périodes de 300-500 ans, de loin que le temps s'écoulait lentement. Aujourd'hui, on a une pression assez importante sur l'humain, ça dépend des pays, sans doute occidentaux, parce que la pression du temps sur l'humain, par exemple chez les hindous, n'a absolument rien à voir, par exemple aux États-Unis ou en Europe. Est-ce que, en plus on a une durée de vie beaucoup plus longue, on est autour de 80 ans maintenant, comment tu analyses ça, toi, justement, cette espèce de ne plus vouloir quitter l'existence, de chercher l'immortalité, et de vouloir, comment dire, pas enrichir sa vie, mais ne pas lâcher cette vie? Oui. Enfin, tu poses en fait deux questions. Il y a la question du transhumanisme, c'est le désir de pérenniser l'instant présent. Parce qu'il ne s'agit pas de prolonger une vie dynamique qui serait encore une vie d'acquisition, de réalisation, de progrès. Mais plutôt de profiter finalement. Non, mais non, même pas. C'est un fantasme. On voudrait que l'instant présent soit pérennisé. Oui. Et du coup, il n'y a plus désir, plus progrès, plus jouissance, plus rien. Donc il n'y a pas de vie? Il n'y a pas de vie. Et donc le transhumanisme est vraiment, c'est un truc complètement dingue, dans la mesure où les conditions de sa réalisation font que la vie cesse. Et cette vie éternelle-là n'est pas la vie. C'est simplement une durée arrachée à la succession des instants et on a arrêté le mouvement. Et c'est absurde. Égoïste. Et le type qui est aux manettes là aux États-Unis, M. Kurzweil, qui est un informaticien de génie, il semble, mais son nom veut dire court terme. Et donc le type qui est chargé par Google de conquérir l'immortalité, il s'appelle court terme. Et je trouve que c'est quand même assez amusant. C'est très amusant. Et donc, il faut distinguer cette recherche d'immortalité sous la forme d'absence de changement et l'engagement de plus en plus accéléré dans les conquêtes sur le temps. Et ces conquêtes sur le temps, c'est l'utopie moderne. Et c'est par cette utopie que l'Europe, mondialisée, indispose le monde qui ne suit pas ce rythme. Les Indiens, les Africains, etc. Il y a une résistance. Et
dans l'islam, on a déjà eu l'occasion d'en parler, dans l'islam, il y a une mouvance salafiste qui voudrait que le passé ne passe pas. Il faut rester fidèle à la pureté des origines. Et donc à partir de là, les conflits sont absolument inévitables. Et ça tourne autour du rapport au temps. C'est presque obsessionnel, presque, dans les sociétés modernes. Oui. Et puis il faut absolument vivre cette vie, et à force de mettre la Trépidante. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça instaure un jugement des uns par rapport aux autres en disant mais t'es une mauvaise vie, regarde sur Facebook, tu fais rien de ta vie. Et en fait, ça pose le rapport, même pas au savoir, mais à la densité de vie, quelque part. La densité de vie. Moi, je dis toujours, c'est la question de l'intensité des instants. Oui. Et plus un instant est bref, et donc introduit une cassure du temps, plus il est intense, parce qu'il crée de l'angoisse et du désir. Et donc ce que font les réseaux sociaux, là, Snapchat, etc., TikTok, etc., ils réduisent toujours un peu plus le temps de présence, et par là cherchent à intensifier le moment de rupture que représente l'information, l'image, peu importe ce qui arrive. Et donc peu à peu, dans cette accélération, on quitte l'univers moderne parce qu'il n'y a plus d'objectif. Finalement, l'objectif devient l'innovation incessante sans progrès. Et ce basculement, c'est une menace pour la modernité même, parce que la modernité a un objectif. Elle vise, dans le temps long, la réalisation d'une utopie. Quelle que soit la validité de cette utopie, ça c'est pas le problème. Mais la modernité tendue vers le futur, elle est stressante, c'est sûr, mais quand on accélère trop le mouvement d'innovation sans qu'il y ait le moindre progrès, eh bien, on entre dans une zone dans laquelle le sol se dérobe littéralement sous nos pieds. Et puis sans désir, s'il n'y a pas le désir, il n'y a pas de vie finalement. Il n'y a pas de vie. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, il n'y a presque pas de passé, pas de futur. Il faut vivre à fond l'instant présent. Mais si quelque part, c'est ce que tu me disais hier soir, l'inattendu, il faut être préparé, il faut être ouvert à l'inattendu. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'intensité de l'instant. Voilà. Et si les instants se bousculent à une vitesse trop grande, le désir n'a pas le temps de naître. On le capte à la source pour finalement le faire tarir. Et ça, c'est le problème. Une satisfaction trop rapide, non désirée, redoutée d'une certaine manière, du désir naissant, tue le désir. Et donc, il y a deux morts. Le transhumanisme, c'est l'éternisation de l'instant qui fait que je n'évolue plus, j'ai plus de perspective d'avenir. Et l'autre, c'est le bombardement incessant de nouveautés qui fait que je ne suis plus capable de mobiliser suffisamment longtemps l'envie qu'il y ait du nouveau. Oui. Parce que le nouveau m'étouffe littéralement par la précipitation incessante. Il y a quand même une temporalité à respecter à Voilà. l'échelle humaine. À l'échelle humaine. Ouais. Et nous, on est des modernes, donc on a des buts et on essaye de les réaliser, tout ça est parfait. Mais lorsqu'on bascule complètement dans l'accélération des instants de satisfaction, c'est comme le drogué qui ne fout plus rien. Parce que les notifications absorbent complètement l'attention. On peut être drogué des séries télé, on peut être drogué d'un tas de choses. Hein. Un tas de choses. Bien sûr. Mais tout ce qui est rupture incessante, répétitive, trop rapprochée. La définition de la drogue, c'est des doses plus importantes à des intervalles de plus en plus rapprochés. Ça, c'est le principe de la drogue. Et ben, ça s'applique parfaitement. Est-ce que tu ne crois pas que peut-être la bonne temporalité pour essayer de tenter l'infini ou l'immortalité, c'est assez curieux ce mot, de vouloir chercher l'infinité, et dans l'immortalité on porte le vecteur de mort en fait dans le même mot. Tu ne crois pas finalement que quelque part notre immortalité, c'est peut-être dans nos enfants. Faire nos enfants, on transmet nos gènes et ce sont les gènes qui vont être immortels. Nous sommes que de passage, mais quelque part nous sommes de passage en passage immortels. Maintenant, ça, c'est la consolation offerte aux êtres qui sont capables de désirer et d'avoir des jouissances au prix de la mort. Ces êtres, pour être consolés de devoir mourir, eh bien, ont la conscience de transmettre quelque chose d'eux-mêmes.
Et ça, c'est à l'origine non seulement de la transmission par gènes, mais la transmission culturelle est construite sur le même principe. On fournit à des générations à venir la trace de la vie qu'on a menée en les invitant à en faire quelque chose. Oui. Et ça s'appelle renaissance. C'est beau. Oui. Une naissance, eh bien, lorsqu'elle ne se termine pas simplement par une mort, peut se terminer, ou plutôt se prolonger par une renaissance. Et toute l'histoire de l'humanité est une histoire des renaissances. C'est la reprise de quelque chose que les générations antérieures nous ont légué. Avec plus ou moins d'intensité d'ailleurs. Plus ou moins, et puis ça a pu être perdu, retrouvé. Mais une renaissance, c'est chaque fois un nouveau départ, avec de nouvelles intensités et avec un enrichissement. Tu as eu plusieurs vies, donc tu as eu des renaissances, Oui, toi, dans ton existence. chacun peut avoir des petites renaissances. Oui, bien sûr. Mais l'humanité, culturellement, a des renaissances extraordinairement intenses aussi. Ouais. Il y a des renaissances, pas seulement en Europe d'ailleurs. Ouais. Mais la renaissance la plus pertinente, c'est quand même celle qui voit l'avènement de la modernité de progrès. Oui. Ça, c'est une renaissance. Là, on reprend tout l'héritage antique à la faveur de l'avancée des Turcs sur Constantinople. Et donc, parle-moi de ta perception du temps long et du temps court. Moi, j'ai vu l'émergence de ce temps hyper court dans le monde financier, impulsé par les Américains, où on est dans du court-termisme criminel. Oui. Et on voit à l'heure actuelle l'émergence d'un nouvel empire, qui lui est dans le temps long, avec le marathon de 100 ans, les Chinois, et qui envisage le monde d'une manière extrêmement différente. Comment tu perçois ça, toi qui as beaucoup voyagé, qui as vu plein de décideurs de cette planète? Enfin, la tradition chinoise, qui est quand même par rapport à la nôtre, incommensurablement plus longue. Puissante. Et les Chinois ont une espèce de goût très très prononcé pour leur passé. Oui. Ils considèrent qu'il n'y a pas que le culte des ancêtres, mais ça c'est un signal. Et donc, un régime qui prend en main cet héritage qui vient d'un passé reculé et qui promet la stabilisation pour un temps long des choix politiques, par exemple, convient parfaitement à la mentalité chinoise. Mais, dans la mesure où un tel régime, qui aurait été rêvé par les maoïstes, doit en même temps intégrer la modernité de progrès européenne, comme les Japonais ont su le faire au XIXe siècle, seulement ça crée un conflit dans le rapport au temps, puisque dans les zones franches, on produit, on écoule, mais on est dans la précipitation du temps. L'hyper-présent, justement. L'hyper-présent. Oui. Et donc, d'une certaine manière, alors que le régime incarne la durée de 100 ans, etc. Alors, beaucoup de Chinoises disent il vaut mieux subir ce régime parce que ça garantit l'avenir et la stabilité. Bien sûr. En même temps, c'est une promesse fédératrice. C'est une promesse fédératrice, mais parce qu'ils craignent évidemment ils ont connu des instabilités. Mais les guerres des royaumes combattants, tout ça, ils ont connu, ils ne veulent plus de ça. Oui. Et donc, le régime a de beaux jours devant lui, simplement, il est dépendant de l'efficacité du système qui fonctionne dans une autre temporalité, à savoir l'innovation. Ça, c'est les zones franches, là où il y a de l'industrie, là on est à fond dans le modèle occidental de la précipitation du temps. Et surtout, on raccourcit le temps sans arrêt. Et donc, à l'intérieur de la Chine, il y a une schizophrénie, parce qu'il y a deux légitimités et deux temporalités qui se... D'ailleurs, quand on va en Chine, enfin moi ça m'a frappé à chaque fois que j'y suis allé, il y a une sorte de contrat social non écrit entre le politique qui dit « je m'occupe de vous tous, mais foutez-moi la paix sur la politique, par contre je vous autorise à faire du business et à vous enrichir ». C'est vraiment cette dualité qui est très présente et pour l'instant ça fonctionne. Ça fonctionne. Ils m'ont toujours dit que ça fonctionne tant que le taux de croissance du PIB est supérieur à 6%. Et il tremblait à l'idée que ça puisse durablement descendre au-dessous. Parce que tout ce système repose sur le fait que
la puissance économique qui finance le régime n'est pas aux manettes. Elle a l'économie, comme tu dis, Ouais. comme un domaine réservé, mais ce domaine n'est pas autorisé à prétendre diriger le pays. Et donc là, il y a une distorsion terrible, Oui. puisque les puissants prélèvent. Le mot entreprendre, tu Oui. nous parlais tout à l'heure du mot entreprendre. Explique-nous ce que c'est que ce verbe entreprendre. Là, c'est un verbe, on tombe dessus dans le dictionnaire, c'est un Ouais. verbe qui appartient au français médiéval et qui désigne donc l'action d'un chef de guerre, par exemple le siège Voilà. d'une ville. Parce que entreprendre, c'est prendre au milieu, écarter les défenses, Les défenses et une fortifications. brèche. C'est Exactement. l'idée. Entreprendre, c'est ouvrir des brèches. Ouais. Et c'est seulement des siècles plus tard que le substantif entrepreneur Ouais. apparaît lors de la révolution industrielle Bien sûr. au début du 19e siècle, car l'entrepreneur est un chef militaire qui ouvre des brèches et qui est en campagne. Et ça s'est senti de manière tellement juste, parce qu'avec l'apparition de l'entrepreneur, on perd le type qui est dans une corporation et n'a pas le droit de sortir du domaine qui lui est accordé par privilège du roi. C'est-à-dire, avec l'abolition des privilèges, le marché s'ouvre et des êtres entreprenants peuvent y faire fortune. Tu as vu que dans notre modernité, c'est presque le héros moderne. C'est le héros moderne. Ouais. C'est celui qui sait. Oui, Ensuite, il y a symboliquement le sportif de haut niveau, C'est vrai, c'est vrai. qui figure d'une certaine manière, de manière symbolique, la réussite de l'entrepreneur. C'est intéressant que nous sommes tellement Mais dans tu as tout à cette fait raison. perspective. C'est comme ça que j'ai appelé ma société Ante Certamen, Cicéron, qui disait avant de descendre dans l'arène. C'est ça. J'apporte de l'information et une certaine, un mapping du monde, un éclaircissement sur le Oui, monde oui. chaque matin avant qu'il aille dans l'arène. C'est ça. Ante Certamen. Ah, très bien. Alors, pour résumer en 2 mots, est-ce que je suis juste si on disait en revenant sur l'humain, peut-être que nous sommes l'héritage de nos gènes et que nous sommes que de passage et que dans ce passage-là, il faut peut-être qu'on soit digne de nos gènes pour le transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. On peut le dire comme ça, à chacun de prendre ses responsabilités, parce que si on laisse aucune trace autre que le simple fait de transmettre le flambeau de la vie, eh ben, on est peut-être un peu déconfit, parce que pourquoi a-t-on vécu si c'est juste un passage de gènes? Donc il faut un plus. Oui. Et toute l'humanité, enfin depuis toujours, depuis les grottes préhistoriques, depuis les peintures rupestres, etc., l'humanité a voulu laisser une trace de son passage. Et cette trace de son passage s'appelle la culture. Oui, Et c'est au ça. niveau de la culture que se font les renaissances. Tandis qu'au niveau des gènes, c'est une continuité. Il n'y a pas Oui. de renaissance, il y a de nouvelles naissances. Mais la renaissance qui reprend le passé pour l'injecter dans le futur, ça c'est la culture. Alors en fait, c'était un peu mon propos, mais je me suis mal exprimé. En fait, dans le gène, c'est à nous de l'enrichir pour transmettre un gène Voilà, plus puissant, comme ça on est avec du d'accord. savoir et avec des valeurs. Oui. Et comme je viens d'un pays qui est les châteaux de la Loire et la Renaissance, Oui. c'était ça l'enrichissement du gène. Absolument. Et donc, c'est plus le gène qui porte cet enrichissement, puisque ça s'incarne métaphorique, oui. dans les belles façades, dans les beaux livres, dans les belles pensées. C'est ça qu'on transmet Oui. pour renaître. Voilà. Bon, on est À nous d'accord. d'enrichir nos gènes. On est d'accord. Merci beaucoup, Heinz. À très bientôt. À bientôt. Merci.